Pour faire un podcast comme Hugo Girard sans limite, je peux pas faire ça tout seul, ça me prend une bonne équipe. Comme dans vos projets de construction, ça prend des gens compétents, professionnels et performants. Et pour ça, il y a Cordero, l'allié des grands bâtisseurs. Le complot qui me paraît le plus absurde, c'est la théorie des chemtrails. Il y a des avions qui sont masqués pour envoyer des gaz chimiques dans l'atmosphère pour rendre la population malade ou toutes sortes de dessins un peu obscurs. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent c'est des genres de dessins, des vidéos où ce qu'il y aurait une vie en Antarctique. Madame Blavatsky disait « L'humanité a progressé par bond à travers des super civilisations, appelons ça comme ça. La prochaine grande civilisation qui va permettre à l'humanité d'évoluer sera la race des Ariens. » Je pensais que c'est les Allemands qui avaient inventé ça, moi, les Ariens. Mais c'est de là que ça vient. Cette théorie des anciens astronautes, c'est une théorie qui est excessivement raciste. À toutes les fois où on fait intervenir les extraterrestres, c'est toujours auprès de peuples qui ne sont pas blancs et de culture occidentale. Des sauvages en Amérique centrale qui construisent des temples. Non. Ce qui sous-entend que si on n'est pas blanc et de culture occidentale, on est des primitifs puis on n'est pas capable de faire des constructions monumentales. Hey, bonjour. Salut Hugo. Hey, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Ben merci beaucoup de l'invitation, ça me fait plaisir. Tu sais, à chaque fois que je te vois, là, il y a un enthousiasme parce que je sais que ça va être super intéressant. Puis là, mais maintenant, je me prépare des sujets parce que ça me permet de, pas de te challenger, mais de vraiment, je te dirais, avoir un autre son de cloche. Ouais. Parce que tu restes rarement dans la vérité populaire, mettons. Oui, effectivement. Ben, c'est bien que tu mentionnes ça parce que je dis souvent aux gens, il faut faire attention pour ne pas confondre l'opinion et la vérité. Hein, parce que très souvent, on va se rallier à l'opinion parce que c'est l'opinion, mais l'opinion n'est pas forcément la vérité. Donc, il faut être très prudent. Fait que là, aujourd'hui, je vais t'emmener sur un territoire qui me ramène dans des souvenirs quand j'étais allé en Israël parce que j'ai eu la chance d'aller à Jérusalem. Mm-hmm. On se souvient qu'à une époque, on avait des cours de religion. Oui. Puis, ça me permettait justement de tester mes connaissances et ma mémoire. Oui. Puis, tu sais, il y avait une image qui était faite à travers... L'éducation. L'éducation. Puis, quand tu arrives là, ben, tu réalises qu'il y a une certaine distorsion. Oui. Puis, moi, ce qui m'avait frappé, c'est quand j'étais arrivé dans la cité de Jérusalem, comment... je m'attendais à avoir de quoi de sacré et que j'avais l'impression d'être dans un bazar. Puis, honnêtement, ça m'avait choqué. Oui, ben effectivement, plus on approche du Saint-Sépulcre, plus c'est le bazar un peu, comme tu dis. Parce que bon, j'y suis allé à Jérusalem, j'ai fait il y a quelques années une série qui s'intitulait « À la recherche des reliques saintes », qui reste pour moi un peu le voyage d'une vie. Hein. Cette idée-là, j'avais proposé ça à une époque où c'était, je crois, le 4e volet de Indiana Jones, la série Indiana Jones, c'était le crâne de cristal, l'histoire du crâne de cristal. Puis bon, dans dans les volets Indiana Jones, il est toujours à la quête d'un objet, un artefact particulier. On sait que dans le premier volet, c'était l'Arche d'Alliance. Le deuxième, ça a été les pierres de Shankara. Et le troisième, le Saint Graal. Donc, le 4e, on disait, bon, ça va être le crâne de cristal. Je me suis dit, ce serait amusant de faire une série documentaire où on court après des reliques. Mais effectivement, dans le monde judéo-chrétien, là, du monde occidental qui est le nôtre, les reliques les plus populaires, ce sont celles du christianisme ou du judaïsme. Hein? L'Arche d'Alliance, l'Arche de Noé, le Saint Graal, la tunique du Christ, les morceaux de la croix. Donc, ça a été le voyage un peu d'une vie. On est parti avec une équipe en tournage pendant des mois sur les routes du monde à essayer de suivre la trace de ces fameuses reliques. Et je me suis retrouvé, évidemment, toutes les reliques partent un peu de Jérusalem parce que toute l'histoire de Jésus et du Nouveau Testament se passe à Jérusalem. Effectivement, on est un peu frappé parce que quand tu as mentionné la ville de Jérusalem, c'est la vieille ville, parce que la ville de Jérusalem est une ville très grande, très cosmopolitaine. Et puis au centre, on a cette espèce d'enclave qui est l'ancienne ville de Jérusalem avec les murs qui n'étaient pas là à l'époque du Christ. Il faut se rappeler que ces murs-là ont été construits au Moyen Âge. Là. Donc, et la ville n'était pas tout à fait les dimensions qu'on a même aujourd'hui dans l'ancienne ville. La ville de Jésus, appelons ça comme ça, était plus petite, était beaucoup plus petite. D'ailleurs, là où se trouve le Saint-Sépulcre, que tu as sûrement visité, parce que c'est un peu le point culminant de cette visite. Là où se trouve le Saint-Sépulcre,
Toi, tu l'as vu, mais c'est difficile pour les gens qui nous regardent de s'imaginer ce que c'est. Le Saint-Sépulcre, qui est une grande église, disons-le comme ça, mais dans la même église, on a à la fois le tombeau de Jésus et on a le Golgotha, hein, le fameux rocher où le Christ a été crucifié. Et tout ça est dans la même église. Donc, à un bout, on a le Golgotha et à l'autre bout, on a l'édicule, qui est la tombe de Jésus, là, qui se trouve là. Puis même la tombe de Jésus, c'est difficile de l'imaginer parce que pour les gens qui n'ont pas visité ça, notre enseignement nous dit la tombe de Jésus, c'est une caverne. Oui, puis c'est pas ça, là. Là, c'est pas ça. Quand on arrive dans le Saint-Sépulcre, on a au milieu de cette église-là une toute petite chapelle au centre qui s'appelle l'édicule. Et c'est l'édicule. C'est un peu comme si on avait gardé la pierre sur laquelle on a étendu le corps de Jésus, si on se réfère bien sûr aux évangiles. Donc là où on a placé le corps de Jésus après sa descente de la croix. Mais toute la pierre ou la caverne autour de lui, elle est plus là. On a gardé que cette pierre-là et on a construit cette espèce de petite chapelle autour qu'on appelle l'édicule. Donc, tout ça est réuni dans une seule et même église ou une cathédrale. Mais il faut savoir que cette partie-là était à l'extérieur de la ville. Aujourd'hui, on est à l'intérieur de la ville, mais toute cette partie-là était à l'extérieur de la ville. Et donc, bien sûr, parce que l'endroit où on faisait les mises à mort, ça ne se faisait pas à l'intérieur de la ville. Les corps, généralement, étaient jetés dans des fosses communes. D'ailleurs, Jésus, c'est un peu particulier. Il n'a pas été placé dans une fosse commune. On a remis son corps à la famille. Donc, déjà là, il y a comme des éléments qui sont en contradictoire. Des anomalies? En fait, c'est en contradiction avec ce qu'on sait de la mise à mort des Romains. Donc, la mort de Jésus n'est pas tout à fait conforme à la façon dont les Romains crucifiaient les gens. Par exemple, il n'a pas eu les jambes brisées, ce que l'on faisait généralement, parce qu'on voulait que, comme le sabbat approchait, on voulait que la mise à mort soit rapide, donc on brisait les jambes du supplicié. Inférieur. Mais dans le cas de Jésus, on ne l'a pas fait. Il faut toujours faire attention parce que... Est-ce qu'on ne l'a pas fait ou l'histoire dit qu'ils ne l'ont pas fait? Oui, et tu as raison de mentionner ça, Hugo, parce que la grande problématique ici, il faut bien mettre les choses, parce que si on discute de ce sujet-là, il faut que les gens comprennent que les évangiles, donc le Nouveau Testament, ce qu'on appelait, là, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, là, et les évangiles sont des textes catéchisés. Hein? C'est-à-dire que les auteurs de ces textes-là, qui ne sont pas Matthieu, Marc, Luc et Jean, là, ça, c'est des noms qu'on a donnés. Qu'on a ajoutés plus tard. Oui. Il faut comprendre comment ça se fait, ça. Hein? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a beaucoup de textes, tous les textes qui entourent la vie de Jésus, les plus vieux, hein, les premiers, autrement dit, qui ont été écrits aux alentours de l'an 60. Donc, on est à peu près 30 ans après la mort de Jésus. Pourquoi qu'on aurait écrit des textes 30 ans après qu'il soit parti et que ça ne s'est pas fait tout de suite? Il y a eu une évangélisation. Hein? On est allé sur les routes. On avait à ce moment-là, techniquement, les apôtres qui avaient le message du Christ, qui voulaient le communiquer. Donc, on n'avait pas de texte écrit. Mais les premiers textes apparaissent aux alentours de l'an 60. On ne se battra pas là, pour une année ou deux. Là, grosso modo, c'est l'an 60. Et les derniers textes, les plus tardifs, eux, vont arriver aux alentours de l'an 100 ou 110 à peu près. Donc, on a cette période-là on a une cinquantaine d'années où les textes vont être écrits. Mais il faut savoir que ces textes-là sont très nombreux. Rien à voir avec la Bible qu'on a à la maison, là. On avait énormément de textes. Donc, tu avais autant de textes que tu avais d'apôtres? Tu en avais même plus. Et ces textes-là n'étaient pas signés. Hein. Ce sont souvent des auteurs qui sont multiples pour chacun des textes. Donc, il va se produire à un moment donné dans l'histoire, on ne veut pas donner un cours d'histoire ici, mais aux alentours de l'an 320, là, à peu près, là, l'empereur Constantin, qui a créé sa nouvelle ville, Constantinople, qui est Istanbul maintenant, décide, il va commander une réunion des grands évêques. Hein. Le christianisme est reconnu. C'est pas encore la religion de Rome, mais c'est une religion qui est reconnue. Avant, c'est une religion qui était persécutée. Donc, quand il y avait des troubles à Rome, on voulait calmer un peu le jeu. On disait c'est de la faute des chrétiens, puis on en envoyait une coupe se faire manger par les lions. Puis bon, le problème était réglé. Et les gens qui se définissaient comme des chrétiens, souvent voyaient leurs biens être confisqués. Et ça a joué un rôle très important dans les reliques. Je reviendrai avec ça, mais ça joue un rôle très important. Donc, aux alentours, en fait, je pense en 312, 314, Constantin va commander une réunion des évêques et va dire, OK, on va se réunir et pour la première fois, on va se pencher sur les textes religieux, les textes de la vie de Jésus, du christianisme. Et là, on en a énormément. Là. Ça tiendrait pratiquement dans un camion d'Iroux, tellement qu'on en a. Donc, on va décider
de manière assez arbitraire, de séparer ces textes-là en fonction un peu de la philosophie. Il y a des textes qui parlaient davantage de la vie un peu comme des allégories de la vie de Jésus avec son Père, Dieu et tout le reste. Donc, on classe ces textes-là. D'autres nous parlent de la vie de Jésus, sa vie terrestre. D'autres parlent davantage de son message. Donc, on sépare ces textes-là qui vont devenir éventuellement être réunis sous des étiquettes Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est comme ça qu'on va. Donc, on n'a pas comme 4 évangélistes qui s'assoient pour écrire ces textes-là. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces textes-là, les gens qui les ont écrits, même si on a des auteurs anonymes, ces gens-là n'ont pas écrit dans le but de nous raconter l'histoire avec un grand H. Ce sont des textes catéchisés. L'objectif de l'auteur, c'est de nous raconter sa foi dans le Christ, la foi en Dieu. Donc, on ne se préoccupe pas beaucoup des détails à caractère historique. Est-ce que Jésus a marché sur l'eau? Est-ce que Jésus a ressuscité Lazare? On attribue à Jésus des miracles pour nous montrer qu'il est grand, qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, vouloir chercher l'élément historique là-dedans, ça serait absolument vain de faire ça. Et ça serait impossible. Ça serait impossible. Donc, on sait même que certains miracles ont été volés, parce qu'à l'époque de Jésus faisait des miracles. On dit que c'est un thaumaturge. Il n'était pas le seul thaumaturge. Il y en avait d'autres gens à qui on attribuait des miracles. Et Apollonius de Tyane, par exemple, on disait aussi qu'il faisait des miracles, qu'il aurait ressuscité des gens. Donc, on se volait mutuellement des miracles pour l'attribuer à son prophète, pour le rendre plus grand. Donc, il faut être très prudent avec ça. Donc, on va réunir ces textes-là et on va faire ce qui nous apparaît comme étant aujourd'hui le Nouveau Testament. Donc, on a des textes qui sont pris un peu... Puis c'est normal aussi que ces textes-là, parfois un peu comme si on utilise un langage de cinéma, on a des jump cuts. Des fois, tu lis un truc, tu dis « Oh mon Dieu, ça semble incohérent par rapport à une autre partie du texte ». Il faut savoir qu'on a réuni des textes. C'est pas un auteur qui écrit de manière linéaire une histoire, c'est plusieurs auteurs qui écrivent des petits bouts de l'histoire, puis ils l'écrivent un peu comme ils l'ont vécu ou comme on les a racontés. On fait une grande histoire avec ça. On fait une grande histoire avec ça. Donc, effectivement, à l'époque où Jésus, on sait que la crucifixion, c'est bel et bien vrai. Les Romains, c'est une mise à mort qu'ils avaient en fait volé des Babyloniens puis qu'ils utilisaient. C'est une mise à mort qui était excessivement cruelle. Les corps étaient, au moment où arrivait le sabbat, parce qu'on est quand même dans un monde où c'est le judaïsme qui prône, et pour éviter que les gens soient sur la croix au moment où arrivait le sabbat, on leur brisait les jambes. Jésus n'a pas eu les jambes brisées. On a donné son corps également à la famille. On l'a placé dans une tombe, dans un tombeau qui avait été offert par un certain Joseph d'Arimathie. Ces éléments-là, caractère biblique, il faut être très prudent avant de considérer ça sur le plan historique. Il y a plusieurs éléments comme par exemple, on dit Jésus est né à Bethléem. Est-ce qu'il est né à Bethléem? Les historiens, si on avait des historiens ici, diraient probablement que Jésus est né à Nazareth. Oui, mais je suis allé à Nazareth où... C'était à Nazareth? Où est-ce qu'il y a la grotte, où est-ce qu'il est venu au monde? Oui, ça, c'est à Bethléem. Oui. Bon, c'est donc, tu es en train de dire que c'est pas là qu'il s'est venu au monde. Pourquoi? En fait, on ne le sait pas vraiment, mais dans la vie de Jésus, il est toujours associé à la ville de Nazareth. D'ailleurs, on le surnomme le Nazaréen. Jésus de Nazareth, on le surnomme le Nazaréen. Pourquoi est-ce que ses parents qui étaient de Nazareth, pourquoi auraient-ils été à Bethléem? En fait, la raison, c'est que selon la tradition religieuse, le nouveau Messie que les Juifs annonçaient, le nouveau Messie, devait venir au monde dans la même ville où était né le roi David. Et le roi David est né à Bethléem. Donc, pour le besoin du narratif religieux, il était important que Jésus naisse à Bethléem. Mais c'est pour un narratif religieux. Sur le plan de l'histoire, si on demandait à des historiens, ils diraient il y a probablement plus de chances qu'il soit né à Nazareth. Mais pour le narratif, c'est important qu'il naisse, qu'on le fasse naître à Bethléem. Es-tu en train de me dire que moi qui ai senti quelque chose de spécial quand j'étais là, il n'y avait rien de spécial partout? Ça se peut que ce soit ton imagination. Mais bon, je sais pas, là. Mais parce que j'ai vu du monde pleurer parce que tout le monde se garochait parce qu'il se fait poser avec... On veut tout toucher la petite étoile au sol. Oui, la petite étoile, puis le monde... tu sens une pression, puis des larmes, beaucoup d'émotions. C'est peut-être ça que j'ai senti. Oui, il y a une espèce de sentiment comme... quoi quand j'ai mis ma main? Là? Parce qu'il faut faire... C'est toujours ça. On est ici en opposition entre l'histoire et la science. La science, elle a un verdict qui est froid, puis la religion, c'est autre chose. Donc, quand on a fait cette série-là, La recherche des reliques saintes, j'ai joué de prudence. Jamais je n'ai voulu critiquer les gens qui croient ou en croient y croient.
faut respecter ça. Donc, je regardais simplement les historiens, je rencontrais des archéologues, j'ai participé même à des chantiers de fouilles à Jérusalem, où j'ai passé des journées avec des archéologues, et on parlait donc beaucoup de ça. Et bon, évidemment, ce que l'histoire nous raconte et ce que les livres religieux nous racontent, c'est deux histoires qui peuvent parfois entrer en opposition. Il faut quand même dire que sur le fond, sur la trame, au moment où on se parle, on a une cinquantaine de personnages qui sont évoqués dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Ben, pas que le Nouveau Testament, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, on a une cinquantaine de personnages qu'on retrouve donc dans l'Ancien et le Nouveau Testament, des personnages dont on a pu confirmer l'existence par d'autres sources historiques qui n'étaient pas des sources religieuses. Donc, quand on nous dit, ben, par exemple, il y avait tel roi qui existait à tel endroit ou tel peuple, on retrouve ça dans les écrits bibliques, mais on retrouve ça également, on a retrouvé des références dans des stèles égyptiennes ou dans des textes babyloniens et autres qui confirment que, ça nous montre que sur le fond, sur la trame de fond, on voit que les auteurs de l'Ancien ou du Nouveau Testament ont travaillé, ont utilisé une trame de fond qui était bien réelle. Maintenant, les éléments qui sont brodés autour, est très discutable, très différent. Puis bon, est-ce qu'on peut le prouver? Le miracle, c'est quelque chose qui relève de la foi, qui relève pas de la science. Donc, on doit se... Mais là où je voulais en venir, bon, Jésus, les corps étaient généralement achetés dans des fosses, alors que là, quand on visite Jérusalem, ben, en fait, le tombeau de Jésus, le Golgotha se trouve à l'intérieur des murs de la ville. Mais les murs de la ville ont été construits là, aux alentours du 14e, 15e siècle. Donc, c'est relativement récent par rapport à l'histoire de Jésus. Puis tu as raison, plus on approche du Saint-Sépulcre, plus on voit cette espèce de souk à ciel ouvert où tu as des commerçants qui nous vendent n'importe quoi. C'est assez. Puis ce qui est également drôle, c'est quand on entre dans la ville, je pense par la porte de Damas ou quelque chose comme ça, la première chose qu'on voit à notre droite, c'est ce qu'on appelle la tour de David. C'est la tour de David, c'est l'ancien temple de Pilate. Donc, on se dit, OK, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que comme on sait que c'est le temple de Pilate, on sait que Jésus a été condamné dans l'enceinte du temple de Pilate, et ensuite, il a traîné sa croix, en fait, le patibulum, la partie haute de la croix. Parce qu'il y a le chemin de croix. Ben là, on s'aperçoit que le chemin de croix ne marche pas, parce que la tour de David est à quelques pas seulement du Golgotha. Donc, si Jésus, en traînant son patibulum, est passé du temple de Pilate au Golgotha, ben, il a fait 200 mètres. Alors que quand on est à Jérusalem et on suit le chemin de croix, ben là, on passe à travers toutes les rues de la ville avant d'arriver au Golgotha. Donc, on voit qu'on a un peu contribué à créer une espèce de mythe autour de ça. Wow. Mais cela étant dit, c'est sûr que c'est une grande histoire, l'histoire de Jésus. Et sur le plan de l'histoire, ça c'est quand même important de le rappeler, même s'il y a des voix dissidentes, parce que dans le domaine scientifique, c'est rare qu'on ait toujours un 100% de voix qui disent « c'est ça ». Mais je te dirais que grosso modo, 98% à peu près des historiens sont d'avis qu'il y a eu un véritable Jésus historique. Donc, il y a eu un personnage... Bon, est-ce que c'était le Fils de Dieu? Ça relève de la foi. Mais il y a eu un personnage, une espèce de rabbin, dont le discours a choqué à l'époque le Sanhédrin, qui était un peu les dirigeants religieux de l'époque. Et son discours, bien évidemment, l'a placé dans une situation là, difficile et éventuellement, ça a entraîné sa condamnation. Et, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des textes laïques, donc des textes non religieux, qui font référence à Jésus ou qui font référence au christianisme naissant. Et ça, c'est intéressant, parce que je pense, par exemple, à Pline l'Ancien ou Pline le Jeune, qui écrit un texte à un moment donné, puis il dit, quand l'incendie de Rome, quand il y a eu l'incendie de Rome, des gens ont accusé Néron, puis Néron a accusé les chrétiens, puis il fait une référence, il dit, les chrétiens, des gens un peu bizarres, qui se réclament d'un prophète mort à Jérusalem. Donc, on a une référence ici, un texte historique, qui parle de Jésus ou qui parle d'une naissance du christianisme, qui montre bien que le mouvement était bien réel à l'époque. Et moi, je me rappelle quand j'étais là-bas, quand je parlais avec les historiens et les archéologues, ce qu'ils me disaient, l'élément le plus important pour avoir la preuve que Jésus a existé, l'interprétation qu'on fait maintenant de Jésus, là, le Fils de Dieu, tout le reste, on laisse ça aux gens dans la foi, mais l'élément le plus important, c'est qu'aux alentours de l'an 30, il y a eu des bouleversements considérables dans la vie religieuse à Jérusalem. Dans la communauté de Jérusalem, il y a eu des bouleversements importants. Et si on exclut Jésus ou la condamnation de Jésus, on l'exclut de l'équation, on n'arrive pas à expliquer ces bouleversements-là. Il y a eu un événement qui a changé, qui a transformé la communauté de Jérusalem aux alentours de l'an 30. Et cet événement-là ne peut être que la crucifixion de Jésus.
Et bon, et là, après ça, bon, on a cherché toutes sortes de reliques, essayé de trouver, mais c'est vrai qu'une visite à Jérusalem, tu as raison, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on marche quand même dans l'histoire. Chaque pas que l'on fait est un pas dans l'histoire. Tu sais, c'est comme... Le Saint Graal. Ah, le Saint Graal. Mais c'est ça. Donc, on a toute cette histoire-là de Jésus qu'il faut quand même prendre toujours un peu avec un peu des pincettes, là. C'est, OK, si tu es allé à Jérusalem, tu as probablement visité la pièce où Jésus a tenu la dernière scène. Oui. Bon. Et, Il a mis ma main où il a supposément mis sa main. Ouais, c'est ça. Donc, c'était assez amusant parce que ce bâtiment-là n'existait pas à l'époque. T'sais. Donc, on a comme reconstruit un édifice. Ah, t'es en train de briser, là. Ouais, c'est ça. Donc, il y a tout l'endroit, tu sais, est-ce que le Cénacle a existé? Est-ce qu'il y a vraiment un endroit où Jésus a tenu la dernière scène? Encore là, même dans le cas de la dernière scène, si on se réfère au texte, c'est un peu... Il n'y a pas beaucoup de détails qui est donné. Hein. Jésus arrive à Jérusalem, il dit aux apôtres, demandez à quelqu'un qui va nous accueillir chez eux, etc. Il n'y a pas beaucoup de détails qui est donné autour de où est l'endroit où va se tenir cette réunion-là. Donc, on a décidé, pour les besoins de l'histoire, que ce serait cet endroit-là. D'ailleurs, il y a au premier étage, hein, c'est une espèce comme une synagogue. Il y a d'ailleurs une espèce de tombe qui est là, mais qui est une tombe vide. Là, et je pense que c'est la tombe de David ou d'Abraham. Il n'y a personne dedans. Il n'y a personne dedans. Et au-dessus, au deuxième étage, c'est la chambre du Cénacle où Jésus se serait réuni. Mais cet édifice-là, il date de quelques siècles après la mort de Jésus. Là. Donc, ça peut pas être le même édifice. Là. Donc, on a comme construit. Donc, tu ne remets pas en question que Jésus existait. Comme personnage historique. Ça, je pense, je suis d'avis, je me range de l'avis des historiens. Il y a sûrement eu un personnage historique qui existait. Maintenant, bon... Mais pour ce qui est du reste... C'est ça. Donc, tous les éléments, bon, est-ce qu'il a utilisé le Saint Graal, les morceaux de la croix, la tunique, tout ça? Nous, c'est un peu ça, moi, que j'essayais de trouver. Est-ce que ces objets-là ont existé? Parce qu'on sait que dans les cathédrales du monde entier, il y a de ces objets que l'on prétend être des objets qui ont été proches du Christ, hein, des reliques. Parce que dans l'univers des reliques, on a plusieurs niveaux de reliques. Hein. Les reliques les plus prestigieuses sont celles du Christ. Ensuite, on a celles de la Sainte Famille ou des apôtres. Puis ensuite, on a celles des saints. Donc, on a comme 3 niveaux de reliques. Mais c'est sûr qu'avoir une relique du Christ est un peu le nec plus ultra. Et au Moyen Âge, il s'est développé, encore là, dans le cadre de la foi religieuse, le monde occidental s'est développé autour de ça. Il y avait cette croyance que si j'avais une relique du Christ, ça m'assurait, si j'étais un leader, un roi, si j'avais un objet qui avait appartenu au Christ, ça m'assurait une place au paradis. Et si j'étais un souverain, ça m'assurait de ce qu'on appelait une Jérusalem céleste. J'allais avoir un royaume dans le ciel. Donc, c'est important d'avoir des reliques. Donc, il s'est mis en place une espèce de politique des reliques. Et là, on a vu se multiplier les reliques, des fausses reliques très souvent, qu'on vendait à prix d'or à des couronnes, à des rois, tout ça, parce que c'était la grosse affaire. Il y a aussi dans ce mouvement-là, parce que c'est très complexe le sujet, là, mais dans le cadre des reliques, il faut aussi se rappeler, des gens vont dire « Ouais, mais des morceaux de la croix, si on ramassait tous les morceaux de la croix, on pourrait faire une forêt avec ça. » C'est mal connaître comment ça fonctionnait à l'époque. À l'époque, dans cet univers-là de la foi, les gens ne croient pas que le morceau de bois de la croix de Jésus est différent d'un morceau de bois ordinaire. Un morceau de bois, c'est un morceau de bois. Mais on croit que le morceau de bois qui a touché Jésus, donc le morceau de la croix, il est entouré d'une espèce d'aura. Il y a quelque chose de particulier, comme une aura fantastique qui appelle d'ailleurs la virtus, hein, la vertu. Hein, c'est cette virtus-là. Et la virtus, elle peut se transmettre. Donc, si je prends un morceau de bois ordinaire et je le mets en contact avec un vrai morceau de la croix... Là, ça devient... Le morceau de la fausse croix, appelons-le comme ça, devient aussi sain que le morceau de la croix. La vertu s'est transférée de l'un à l'autre. Donc, on n'a plus un morceau de la vraie croix et une fausse croix. On a 2 vraies croix, tu comprends? Parce que c'est pas le bois qui est important, c'est l'aura qui entoure le bois. Ça, c'est de la foi. Absolument, absolument. Donc, tout est basé autour de la foi. Voilà. Donc, on mettait tous ces objets-là qui étaient en contact les uns avec les autres, qu'on disait avoir été en contact avec le Christ, mais on transmettait cette virtus-là. Et c'est ces objets-là que les gens récupéraient, puis on disait, et c'est ce qui explique pourquoi il y a tant de morceaux de la vraie croix dans à peu près toutes les cathédrales d'Europe.
Mais en même temps, il ne faut pas se le cacher, il y a un aspect économique autour de ça. Parce que quand il y avait des chemins de pèlerinage, ben, les pèlerins avaient tendance à suivre le chemin où on allait dans des églises où il y avait des reliques du Christ. Donc, si on allait dans une église avec une relique du Christ, on donnait également des oboles et donc ça assurait une espèce de valeur économique à ce C'est créé un genre de marché parallèle. Absolument. Et les faussaires étaient là aussi, là, je veux dire. Mais en même temps, il y a des choses qui mentent pas. Le Saint-Soir, tu l'as vu. Ouais. Là, c'est là qu'on a comme des objets qui sont étonnants. Quand je te disais tantôt, c'est important de se rappeler que dans les premiers siècles du christianisme, les gens qui se définissaient comme des chrétiens étaient souvent persécutés par Rome ou risquaient d'être persécutés ou risquaient de voir leurs biens être saisis. C'est pourquoi toutes les reliques, pour avoir fait l'exercice, là, toutes les reliques nous amènent le plus loin possible à peu près qu'on peut reculer dans l'histoire, c'est au 4e ou 5e siècle, où là, on va commencer à trouver des traces écrites de telle ou telle relique. Avant ça, on n'en a pas de traces. Et c'est facile à comprendre pourquoi on n'a pas de traces. Si quelqu'un avait vraiment un morceau de la tunique du Christ, ben, ça devait se parler hein, de bouche à oreille, ça circulait sous le manteau, mais on n'aurait pas fait un écrit autour de ça, parce que je veux dire, la personne se serait fait saisir ses biens, il se serait finalement dénoncé comme étant un chrétien, donc les gens ne voulaient pas ça. Donc, les premiers écrits qu'on voit apparaître qui tournent autour de ces reliques sont plus tardifs dans l'histoire. Donc, on ne peut pas recueillir. Donc, si je prends, par exemple, une relique comme le voile d'Oviedo ou le calice du Christ qui est à Valence, en Espagne, ben, je vais reculer jusqu'au 7e ou 6e siècle. Mais il n'y a aucune façon de valider qui date de plus longtemps. Non, on ne peut pas valider ça. Donc, le seul moyen, si on a un objet qui est de nature organique, c'est le cas du linceul de Turin dont je vais te parler. Dans le cas du linceul de Turin, donc, on a une matière organique qui est du lin, donc une fibre végétale. Donc là, il est possible de faire une analyse au carbone 14. Maintenant, le suaire de Turin, là, on a comme deux éléments qui sont très contradictoires. D'abord, le linceul de Turin, il est extraordinaire. C'est pas souvent les gens, même les sceptiques, ont tendance un peu à minimiser son aspect esthétique. On dit, c'est une guenille avec une peinture dessus, tu sais, je ne veux pas y croire. Bon. C'est quoi tu veux dire par extraordinaire? Ben, quand on le voit, le linceul, moi, entendons-nous, je ne crois pas, on va mettre les choses, je ne crois pas que le suaire ou le linceul de Turin, parce que à proprement parler, c'est un linceul, c'est pas un suaire. Le suaire, on a une pièce de tissu qui est un véritable suaire, qui était un petit linge qu'on mettait sur le visage du supplicié. Ce voile-là, on l'a. On a une légende qui nous dit que c'est celui-là. Il se trouve dans une église en Espagne, à Oviedo. Donc, on a le voile d'Oviedo, qu'on dit être le voile, le véritable suaire. Qui portait? Qu'on aurait mis sur la tête de Jésus au moment de le descendre de la croix, pour pas que les gens voient le visage du mort. Donc, c'était une question de décence, de ne pas voir le visage du mort. Donc, on plaçait un linge sur la tête du supplicié. Et ce voile-là, ben, on nous dit qu'il est dans une église à Oviedo, en Espagne. Le linceul de Turin, c'est plutôt un linceul, donc un linge mortuaire dans lequel le corps de Jésus a été enveloppé. Le linceul de Turin, il est spectaculaire dans le sens, quand on le voit, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand on le voit, pour te décrire, là, j'ai toujours un peu la même impression quand je l'ai vu. On va où pour voir ça? Il est conservé à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, en Italie, d'où le nom suaire de Turin. Donc, là. Si on va là, on peut le voir. Ben là, tu vas en voir une copie, parce qu'il y en a une copie qui est affichée. L'authentique linceul, lui, il est gardé dans un reliquaire réfrigéré à température contrôlée. Et lui, il est exhibé, l'original, il est exhibé à peu près une fois toutes les 20 ans ou lors d'événements spectaculaires. Toi, as-tu vu le vrai ou t'as vu J'ai vu le vrai. Donc, nous, quand on est allé, il y avait une visite qui se préparait de Benoît XVI, le pape, qui devait aller à Turin. Donc, comme le pape devait aller à Turin, là, donc, on a organisé une ostension, c'est comme ça qu'on appelle ça, une ostension de l'original, de l'authentique linceul de Turin. Et donc là, il y a quelque chose comme 2 millions de fidèles. Pendant 2 ou 3 semaines, le linceul a été exhibé. Que les gens passent pour là, le les voir. gens passent, puis ils vont voir l'authentique linceul. Et en dehors de ces périodes d'ostension, ben, on peut, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, ils ont une copie, là, une réplique là, tout à fait là, dans le moindre détail du linceul, donc on peut voir. Ce qui m'a frappé, moi, quand je l'ai vu,
C'est quand on est très proche du linceul. Hein, c'est une pièce de lin qui fait 4,40 m de long par 1,10 m de large. Et on a une image ventrale et dorsale. Hein. Donc, on a placé l'individu, puis le voile, le linge faisait le tour. Quand on est juste à côté, on voit pas très bien. On a un tissu qui est jauni par le temps et on a une image un peu fantôme de l'homme du linceul qui est un peu plus jaune, couleur un peu sépia. Donc, c'est jaune sur jaune. Mais on le voit bien si on se recule. Si on prend quelques pas de recul et on le regarde, on voit bien l'image fantôme de l'homme sur le linceul de Turin. Donc, il est, techniquement parlant, comme œuvre, il est fantastique. Je ne crois pas, personnellement, que c'est le véritable linceul du Christ, je vais t'expliquer pourquoi, mais c'est une pièce qui est quand même assez spectaculaire. Maintenant, est-ce que c'est le véritable linceul de Jésus? Moi, là, je pense que je suis en mesure de trouver une réponse à ça. OK. Ouais. Je vais t'emmener, on va aller faire un défi. OK. Si je gagne, c'est que c'est le vrai. Puis si tu gagnes, c'est que c'est pas le vrai. Ouais. Je pense pas qu'on va régler ça de cette manière-là, mais ça vaut quand même la peine de l'essayer. Bon, Christian, c'est là que ça se décide. OK. J'ai hâte de savoir, moi. Oh, avec une petite musique. Ah oui, la petite musique de pétante. Cette machine-là, là, c'est une machine de vérité. OK. T'as la vérité à partir de quel niveau? À partir du moment, celui-là qui tape un peu plus fort dedans a la vérité. Je pense que tu vas avoir la vérité, mon homme. Donc, on frappe ici. Ouais. La science n'a pas grand chance, là. Je vais te donner une autre chance. J'aimerais bien au moins dépasser le 500. Là. Ah ouais. Un petit peu mieux. T'attendais pas à ça aujourd'hui, hein? Non. Bon! Yes! Bon, ça, c'était pas si mal. Ça a de l'allure. Donc, c'était le Saint-Soir. C'était le Saint-Soir. Donc, le linceul est authentique. Oh! Mais là, tu Je l'avais jamais entendu avant. Donc, encore une fois, un autre mystère. C'est vraiment une première. Une manifestation céleste. Manifestation céleste. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Distillerie Québec-North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite. Hey, celle-là, j'en reviens pas. C'est la première fois que la machine fait ce son-là, puis ça fait au moins... Cette chanson « Alléluia ». C'est incroyable. Ah oui, c'est ça. Donc, ça... C'est quoi à moi? Non, c'est beau. Je suis servi. Tu sais. Non, impressionnant. Écoute, l'histoire, on n'aura pas de réponse, mais je fais partie de ces-là que j'aimerais ça le voir pour pouvoir me faire ma propre opinion. Mais il y a quelque chose qui me fatigue, parce que sur les réseaux sociaux, on voit souvent c'est des genres de dessins, des vidéos, où ce qu'il y aurait une vie en Antarctique, qu'il y a un peuple qui vivrait là, que le gouvernement nous empêche, qu'ils veulent pas qu'on y aille. T'en penses quoi de ça? Ben, tu vois, c'est comme... C'est toujours une question entre la croyance puis le fait vérifié ou vérifiable. L'idée d'un peuple qui vivrait en Antarctique, ben, c'est une idée qui était avancée
dans des mouvements ésotériques ou mystiques. Hein. Dès la fin du 19e siècle, bon, je pense par exemple à Madame Blavatsky qui a lancé une espèce de religion, un mouvement spirituel qui s'appelait la théosophie. Bon, Madame Blavatsky disait, d'ailleurs c'est intéressant parce que ça rejoint en fait une partie de l'histoire plus sombre. Madame Blavatsky, c'est une espèce d'aventurière russe et puis elle racontait qu'elle avait été au Tibet, dans des régions très reculées, elle était d'origine russe et c'était des régions qui étaient inaccessibles à peu près pour les femmes. Donc elle dit qu'elle est allée là, elle va éventuellement aller s'établir du côté des États-Unis. Et elle va raconter que durant le temps où elle était au Tibet, elle a été initiée à des espèces de connaissances par ésotériques ou mystiques, par des maîtres initiateurs. Et ces gens-là lui ont dit notamment, mais c'est un peu la base même de sa religion, qui est la théosophie, c'est de dire l'humanité a progressé par bond à travers des espèces de civilisations, des super civilisations, appelons ça comme ça. Et elle dit, dans le passé, il y a eu les Hyperboréens, il y a eu les Lémuriens, il y a eu les Atlantes. Hein, les Atlantes, on les connaît bien. Puis elle dit, puis là, on est à la fin du 19e siècle, elle dit, la prochaine grande civilisation qui va prendre le contrôle du monde et qui va permettre à l'humanité d'évoluer, la prochaine race, après les Lémuriens, les Hyperboréens et les Atlantes, sera la race des Ariens. Donc, elle annonce ça. Et qui sont les Ariens? Elle dit les Ariens, c'est un peuple indo-européen. C'est un peu difficile d'imaginer un peuple indo-européen. Bon, l'Inde, c'est une chose, l'Europe est autre chose. Un peuple indo-européen. Bref, je ne sais pas. Mais elle annonce ça. Et cette idée-là d'une super civilisation descendant des Atlantes qui va permettre à l'humanité d'évoluer, de faire un pas en avant. Je pensais que c'est les Allemands qui avaient inventé ça, moi, les Ariens. C'est de là que ça vient. En fait, c'est exactement de là que ça vient. Parce que quand Mme Blavatsky lance ça, il y a, à l'époque, en Allemagne, on est à la fin du 19e siècle, il y a une espèce de communauté qui va se développer, qui commence à croire à des mouvements ésotériques. Hein. Cette idée-là des mouvements ésotériques commence à prendre forme. Et principalement après la Première Guerre mondiale, les Allemands ont été un peu... Il y a eu le pacte de Versailles qui obligeait l'Allemagne à rembourser, en fait, tous les dommages qui avaient été faits en Europe. Et les Allemands étaient restés, puis c'est un peu normal, faut quand même se rappeler que l'Allemagne, ça a été l'empire qui a régné après Rome. Hein? D'ailleurs, le Saint-Empire, l'Empire germanique, hein? Le Saint-Empire germanique, c'était les successeurs de Rome. Donc, ces gens-là l'Allemagne a été, la Germanie a été les maîtres du monde. À un moment donné, ils étaient les maîtres du monde. Et puis, éventuellement, après la Première Guerre mondiale, ils ont tout perdu, ce lustre-là. Donc, il y a une espèce de communauté ésotérique qui va se développer en Allemagne, où une jeune génération est très réceptive à cette idée-là que la nouvelle génération, le nouveau peuple qui va permettre à l'humanité d'évoluer va apparaître bientôt. C'est presque un peuple messianique. Et parmi ces gens-là, et c'est ce que Mme Blavatsky décrivait comme un peuple indo-européen, sous la plume de certains ésotéristes allemands au tournant des années 1920, ça devient un peuple germanique. Et ce peuple germanique, il y a dans cette jeune mouvance en Allemagne qui est très réceptif à ces messages de Mme Blavatsky, il y a des gens qu'on va retrouver plus tard, des gens comme Heinrich Himmler, Rudolf Hess, ce sont des gens qui vont devenir les bras droits d'Adolf Hitler. Ils baignent dans les années 20, entre les années 10 et les années 20, ils baignent littéralement dans cette culture ésotérique où on annonce l'arrivée, la venue prochaine d'un super peuple, les Ariens. Et c'est comme ça, donc, que les Ariens vont s'imposer comme le nouveau peuple en Allemagne. Le peuple parfait, c'est les Ariens. Beaucoup de gens se demandent, ça vient d'où, ça, les Ariens? Ça vient de ça. Ça vient du mouvement de la théosophie de Mme Blavatsky. Donc, beaucoup de ces hypothèses-là viennent de cette époque-là. Oui. Dont celle en Antarctique. Voilà. Donc, dans les peuples annoncés par Mme Blavatsky, les Allemands vont récupérer les Ariens, mais ils ne vont pas que récupérer les Ariens. Ils vont récupérer également un autre mouvement, en fait, qui est un roman écrit par un auteur britannique qui parle du Vril. Le Vril et les Vrillia, c'est un roman, entendons-nous, là, c'est un roman. Et dans ces romans-là, en fait, c'est une espèce d'allégorie qui raconte que la Terre serait vide, et dans cette terre creuse, il y aurait une super civilisation, les Vrillia, et les Vrillia contrôleraient une espèce de pouvoir qui s'appelle le pouvoir du Vril, une espèce de pouvoir de la pensée sur à peu près tout. Les Allemands, des gens comme Himmler ou d'autres gens qui sont
proches de ces mouvements ésotériques, vont récupérer un peu cette idée-là du vril, qu'il existe ce pouvoir-là. D'ailleurs, quand tu as la chance d'aller en Allemagne et de visiter l'ancien château de Himmler, qui est le château de Wewelsburg, qui se trouve On peut y aller? Oui, on peut visiter le château de Wewelsburg. Quand on est dans le château de Wewelsburg et on descend au sous-sol, la pièce n'a jamais été terminée, mais on voit, elle garde encore l'empreinte de Himmler. C'était le château d'Himmler. Il avait loué ça pour un Reichstag à la ville de Wewelsburg. On voit le soleil noir, il est là sur le plancher, dans la mosaïque du plancher, si je peux dire. Et l'idée du soleil noir, c'est que si la Terre est creuse, il y aurait dans son centre un soleil noir qui enverrait de l'énergie et qui permettrait aux gens de vivre à l'intérieur de cette ville, de cette planète creuse, de cette terre creuse, et l'entrée pour aller vers les mondes souterrains se trouverait en Antarctique. Donc, on voit progressivement, dans cette espèce de fantasme où on récupère des enseignements ésotériques à gauche et à droite, on voit que l'Allemagne nazie, en fait, des proches d'Adolf Hitler, Hitler n'était pas très intéressé par l'ésotérisme. Hitler l'était parce qu'il avait créé un propre... C'est quoi, un département? Oui, l'Annenherbe. L'Annenherbe, c'est donc Hitler, pas Hitler, mais Himmler, dans ses espèces de fantasme, croyait vraiment que la race aryenne était supérieure, puis c'était la race qui allait gouverner le monde. Donc, il va créer, parce que bon, avec l'autorisation d'Hitler, mais bon, entendons-nous qu'Himmler avait un peu les coups des franges pour faire à peu près ce qu'il voulait. Himmler, c'était le chef de la SS. Les gens se posent qui il était par rapport au gouvernement lui-même. Il emmenait large, là. Oh, il emmenait large, c'était le chef de la SS. C'est vraiment le bras droit d'Adolf Hitler. Et Himmler va créer l'Annenherbe, qui est, on pourrait traduire ça par la société la société des ancêtres. Donc, appelons ça comme ça. Et Himmler va charger des archéologues, des historiens de parcourir le monde, d'abord pour essayer de retrouver dans certains cas des artefacts religieux, ça devient comme un peu important dans cet univers-là, mais également de prouver que eux, la race aryenne, les Allemands, sont bel et bien les descendants des Atlantes. Et Madame Blavatsky avait dit que le peuple tibétain était les descendants directs des Atlantes. Donc, faut pas s'étonner de voir dans certains films d'archives des troupes allemandes, des troupes SS au Tibet en train de mesurer la grosseur du nez, la distance de l'oreille, de la bouche des Tibétains, parce qu'à travers ces données morphologiques, Himmler, dans ses fantasmes, trouvait des liens avec les Allemands, puis il disait, regardez, les Allemands ont exactement la même distance entre leurs yeux et leurs oreilles que les Tibétains, c'est donc la preuve que nous aussi, on est les descendants des Atlantes. Donc, pour prouver le lien avec la race supérieure. Absolument. Et l'Annenherbe, qui était créée par Himmler, les archéologues qui travaillaient là, qui faisaient ce travail-là, eux, évidemment, voyaient bien, c'est des historiens, c'était des archéologues, dans bien des cas, ils avaient une solide formation en histoire, mais en faisant croire ou en entretenant les lubies d'Himmler, ça leur permettait d'avoir des sous pour faire de la recherche historique ou archéologique dans d'autres sphères d'activité. Donc, ils ont utilisé justement leur proximité avec Himmler en lui donnant ce qu'il voulait. Écoute, Hugo, on voit la même chose aujourd'hui avec le président Trump. Les gens flattent son ego pour pouvoir obtenir des bénéfices. Ils font autre chose en coulisses, mais pour obtenir ces bénéfices de coulisses, ils flattent l'ego de leur chef, qui est Donald Trump. C'est ça qu'ils font, les chefs d'État, lorsqu'ils vont voir. Carney fait ça aussi. Il le laisse parler, il l'écoute dire des bêtises, il le félicite, puis il le trouve donc beau, puis il le trouve tellement fin. C'est exactement ce que les gens, les historiens, les archéologues de l'Annenherbe faisaient. Donc, ils voyaient Himmler arriver, ils l'entretenaient sur ses fantasmes. Oui, on a envoyé une équipe, ils ont mesuré la tête des Tibétains, la grosseur des narines et tout le reste. Et là, Himmler repartait de là en se disant, wow, c'est fantastique, c'est fabuleux, puis il signait des chèques littéralement en blanc pour que les gens puissent continuer leurs travaux. Mais ça leur permettait de faire de la recherche. Donc, ils sont allés en Antarctique. Ah oui. Donc, oui. D'ailleurs, c'était assez amusant, c'est parce qu'en Antarctique, ils n'ont pas été pour faire ce que les gens pensent. En fait, ce mythe-là des Allemands en Antarctique, c'est un mythe qui va se construire après la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands vont envoyer éventuellement une expédition en Antarctique durant le règne d'Hitler, mais l'idée n'est pas de trouver l'entrée vers les mondes souterrains. OK, ils cherchaient vraiment une entrée, là. Non, c'est ça. Le mythe va s'installer comme ça. Mais dans la réalité, c'est pas ça qui s'est passé.
Les Allemands, à l'époque, ça peut paraître étrange de dire ça, mais ils avaient une industrie florissante de la chasse à la baleine. Et les Allemands se sont dit... Oui, c'est ça. Donc, ils avaient une industrie florissante de la chasse à la baleine et ils ont voulu réclamer les terres qu'on appelle les terres de la Reine Maude et ils ont envoyé une équipe allemande dans cet endroit-là. La Nouvelle Souabe, c'est le nom qu'ils donnaient à ce territoire-là. Et ils voulaient le réclamer au nom de la... Si tu arrives là puis tu réclames un territoire qui n'est pas réclamé, ben, il devient à toi. Il devient à toi. Donc, les Allemands ont envoyé une expédition en Allemagne, en Antarctique, dans le but d'explorer les terres de la Reine Maude et de les réclamer au nom de l'Allemagne, non pas pour trouver une entrée vers un monde souterrain, mais pour pouvoir mettre en place un bureau, ou tout le moins une place pour une industrie de la chasse à la baleine. Une mission. Ouais, donc, une c'est mission pour ça qu'ils ont trouvé des bases allemandes, c'est ça le lien. Oui, mais en fait, ils n'ont pas trouvé de base allemande. Mais les Allemands ont quand même débarqué. D'ailleurs, les Allemands ont été les premiers vraiment à débarquer sur les terres de la Reine Maude. Avant ça, des gens, des explorateurs norvégiens, par exemple, y avaient été, mais ils n'avaient pas débarqué sur les terres de la Reine Maude. Les Allemands ont été parmi les premiers à débarquer, les premiers à planter le drapeau. Donc, ils ont trouvé des vestiges de ça. De ce débarquement-là. Mais l'idée que les Allemands aient pu construire des bases-là, c'est clair que le bateau qui a amené la délégation allemande, appelons-la comme ça, en Antarctique, n'avait pas les moyens d'installer une base sur le terrain, tout ça. Mais le mythe va s'installer après. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, quand on va commencer à fantasmer sur ce que les Allemands pouvaient faire ou avaient fait, là, on va commencer à dire, ouais, ils sont allés en Antarctique, ils ont installé des bases, ce qui est faux. Mais ils ont essayé de trouver une entrée vers un monde souterrain, ça c'est faux. Himmler croyait ça, mais l'expédition allemande en Antarctique, à la fin des années 30, n'avait pas pour mission de trouver une entrée vers un monde souterrain. Ce sont des greffes qui vont s'installer avec le folklore qu'on va attribuer aux Allemands, mais qui est très, très loin de la réalité. Et là, on va arriver à un événement qui est assez étonnant. On est à la fin des années 40 ou début des années 50, je ne me rappelle pas exactement la date, mais il va y avoir en Antarctique une opération qui va être menée qu'on appelle l'opération Sky Jump ou High Jump, l'opération High Jump. L'opération High Jump est une opération qui a été menée par les forces armées américaines et c'était celui qui dirigeait ça, c'était le capitaine ou le général Byrd là, qui menait cette expédition-là. Et l'idée, on sait que durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands se sont fait coincer parce qu'ils ont essayé d'envahir l'Union soviétique, l'ancienne Union soviétique, en plein hiver. Puis là, ben, évidemment, les chars allemands se sont embourbés dans la neige, les pauvres soldats allemands étaient transis de froid, donc finalement, l'armée allemande s'est retrouvée en débandade parce que les conditions climatiques les ont forcés à faire ça. Donc, quand arrive l'opération High Jump, on se dit, bon, ben, les Américains se disent, c'est la guerre froide à ce moment-là entre les Américains et les Soviétiques, et les Américains veulent éviter, ils se disent, si demain matin on devait entrer en guerre contre la Russie, on veut éviter de se retrouver dans la même situation que les Allemands. Donc, ils vont élaborer un projet d'une grande opération militaire en Antarctique pour faire une grande pratique, appelons ça comme ça, une grande pratique des forces américaines en territoire, dans un environnement qui pourrait rappeler la Russie et la Sibérie. Mais, encore une fois, cette histoire-là de l'opération High Jump va être récupérée dans une espèce de folklore, où là, on se dit, non, l'opération High Jump, c'était un paravent parce que les Américains voulaient dissimuler le fait qu'ils essayaient de trouver l'entrée de la fameuse base allemande, les mondes souterrains et tout le reste. Donc, on voit comment il y a une récupération d'événements à caractère historique ou militaire, dans le cas présent, qui va être récupéré dans un folklore populaire et qui va le gonfler. Mais dans la réalité, il y a très peu de réalité derrière ça. Là, mais Byrd n'avait pas trouvé une civilisation là-bas? Non, c'est ça. On a attribué à Byrd le fait qu'il avait trouvé une entrée, une civilisation, un monde caché. Puis là, des gens disent, bon, il l'a trouvé parfois dans l'Arctique ou en Antarctique, parce que Byrd est allé en Antarctique et dans l'Arctique, mais en réalité, dans aucune de ces expéditions, il ne fait ça. Et dans les écrits, j'ai à la maison le livre de Byrd de ses aventures, là, puis à aucun moment il fait référence à ça. Mais on récupère ça, on crée une espèce de mythe autour de ça. Mais les Allemands sont rendus dans la mer proche de la Sibérie, une île, parce qu'ils ont découvert ça, ça fait quelques années, puis qu'ils avaient fait une genre, pas une base, mais ils avaient débarqué là-bas, ils ont trouvé... Ah, absolument. En mer Baltique, les Allemands étaient très, très présents en mer Baltique. Donc, il y a toutes sortes d'installations militaires allemandes qu'on retrouve, des bunkers sur des îles qui étaient inhabitées, où les Allemands se sont installés. Donc,
oui, la mer Baltique a été très occupée par les Allemands, mais si on se concentre essentiellement sur l'Antarctique, ils n'y sont allés qu'une seule fois. C'est durant cette fameuse mission où ils espéraient réclamer les terres de la Reine Maude pour y éventuellement y développer une industrie de la chasse à la baleine. Et pourquoi que tout le temps, quand on touche à de quoi qui est un peu ésotérique, on a l'impression que l'Allemagne revient toujours par en arrière? Mais tu as raison, c'est un grand fantasme. En fait, l'Allemagne elle devient le fantasme des ésotéristes à partir des années 60. Avant ça, là, après la Deuxième Guerre mondiale, encore une fois, là, il y a un fond de vérité. C'est vrai que dans les années 20, par exemple, des gens qui vont devenir éventuellement des proches d'Adolf Hitler, même Adolf Hitler va côtoyer ce milieu ésotérique là, à cette époque-là. Mais Hitler n'est pas très intéressé par l'ésotérisme. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir et conquérir le monde. Mais il va baigner dans cet univers-là ésotérique. Il y a des gens proches de lui qui sont très embrigadés là, dans ces histoires-là, dont Himmler et Rudolf Hess, qui croient beaucoup à ça. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, cet aspect-là de l'ésotérisme et l'Allemagne est un peu éclipsé. Et il faut attendre la publication en 1960 d'un ouvrage très marquant dans l'univers, dans le monde de l'ésotérisme et de l'étrange, d'un ouvrage qui s'appelle Le Matin des magiciens, qui est publié par deux auteurs français, Louis Powell et Jacques Bergier. Et dans cet ouvrage-là, c'est là qu'on voit apparaître la graine, si je peux dire, de ce mythe d'une Allemagne ésotérique et fantastique. Donc, eux vont inventer des histoires qui vont attribuer aux Allemands toutes sortes de connaissances extraordinaires, avec des contacts presque, dans certains cas même avec des civilisations extraterrestres. Donc, ils vont développer ça dans le Matin des magiciens. Et à partir de là, je peux dire que le fantasme d'une Allemagne nazie ésotérique est né. Mais il est né sous la plume de Bergier et Powell dans le Matin des magiciens. Avant ça, ça n'existait pas. Même s'il y avait dans les années 20, même les années 10, les années 1910, 1920, des mouvements ésotériques qui étaient très populaires en Allemagne qui se sont développés. Là. Donc, les mouvements ésotériques vont chercher ce qui leur plaît à travers différentes époques, civilisations, pour venir supporter leurs croyances et pour les mettre de l'avant. Oui, mais quelque part là-dedans aussi, il y a toujours une espèce de défi de choquer, en fait, la pensée rationnelle. À l'époque, Madame Blavatsky, puis là, évidemment, il y a des mythes qui sont propres à certaines communautés ou à des légendes anciennes. L'Agartha, Shambhala, ce sont des mythes qu'on retrouve, par exemple, dans l'hindouisme, des villes cachées ou un savoir. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent vont se rappeler cette fameuse série des années 60, de la fin des années 60, début des années 70, qui s'appelait Les Champions. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Là. Dans la série Les Champions, une série britannique, on avait comme 3 super agents qui travaillaient pour une organisation qui s'appelait Nemesis. Et ces gens-là, dans l'épisode pilote, l'épisode numéro 1, ils s'écrasent avec leur avion au Tibet, dans des montagnes du Tibet, puis ils sont secourus, ils sont dans l'épave de leur avion, ils sont secourus par un peuple très ésotérique qui vit dans les montagnes du Tibet et qui va non seulement les soigner et les guérir, mais quand ils vont retourner à la civilisation, nos trois agents, Sharon McCready, Craig Sterling et Richard Barrett, donc ces 3 super agents ont des espèces de pouvoirs de télépathie, des pouvoirs de communiquer, des pouvoirs de précognition. Donc, ils ont hérité d'un espèce de pouvoir ésotérique qui provient de cette civilisation qui les a sauvés dans les montagnes du Tibet. Donc, on voit que même dans la télévision, c'est une série à la fin des années 60, début des années 70, je pense que c'est 1970, la première année de diffusion jusqu'en 72-73. Cette série-là a connu énormément de succès et on voyait et tu vois sur la base qu'elle s'inspire de cette légende qu'il existe dans les montagnes du Tibet, une espèce de civilisation oubliée. C'est l'idée de la Shambhala. Donc ces idées-là, elles circulent, elles sont propres à différentes communautés, à des légendes, parfois des légendes locales ou des légendes plus ou moins spirituelle qui touche certaines communautés. C'est quoi la fascination autour des peuples anciens, de pouvoir que ces peuples-là auraient eu, que tout d'un coup seraient disparus? Oui, ça, c'est encore une fois, on est dans la même foulée. Il y a toutes sortes d'études d'ordre psychologique ou sociologique qu'on pourrait faire autour de ça. Il y a toujours un peu cette espèce de défi, la façon dont on peut défier la science ou la logique. Donc, on a mentionné dans les années 1920-1930, c'était l'idée de la Shambhala, l'idée des peuples anciens disparus, ce savoir ésotérique qui était véhiculé notamment par Madame Blavatsky et sa théosophie. Et on voit apparaître, par exemple, ce mouvement-là
quand arrive la Deuxième Guerre mondiale, il est un peu éclipsé à cause, évidemment, des préoccupations européennes à cette époque-là. Mais peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale, on voit réapparaître ces espèces de mouvements mystiques. Et dans les années 60, on est rendu à une ère de technologie. Hein? La spiritualité est un peu mise au rencard. On est vraiment dans une époque qui est beaucoup plus technologique. Et là, cette technologie-là, les mouvements ésotériques la récupèrent, mais cette fois-là sous l'aspect des anciens astronautes. On voit apparaître là, dès les fin des années 50, d'abord en Europe, en France en particulier, sous la plume d'un type qui s'appelle Robert Charroux. Mais Robert Charroux, c'est un individu qui est un individu très cultivé, hein, qui fait partie d'une espèce d'élite. Et quand il va écrire plein d'ouvrages où il parle que peut-être que les peuples de l'Antiquité ont été influencés par des extraterrestres, mais sa forme d'écriture est tellement hermétique qu'elle rejoint un public qui est très élitiste. Il faut attendre vraiment les années 60 et là, on va voir apparaître cette idée sous la plume, en fait, d'un Suisse allemand qui s'appelle Erich von Däniken, qui va récupérer un peu ce que Robert Charroux et d'autres ont écrit avant lui. Il n'invente rien, mais il le fait dans un style beaucoup plus populaire. Il va écrire un ouvrage qui va être un espèce d'ouvrage charnière qui, en français, en allemand, si je prends le titre allemand, ça s'intitulait « Souvenirs du futur ». Alors qu'en traduit en français, quand on va l'éditer livre en français, on l'édite sous le titre de « Présence des extraterrestres ». Donc, c'est une fiction. Ouais, et là, en fait, c'est une fiction. C'est qu'on récupère, hein, c'est de la roue qui tourne. Là, on récupère le savoir des anciens, mais pas d'une façon ésotérique, mais plutôt d'une façon technologique. Donc, les anciens Égyptiens, les Incas, les Mayas et tout le reste auraient eu un savoir qui proviendrait d'une civilisation. Là, on parle de maîtres initiateurs, mais les maîtres initiateurs ici, ce sont des extraterrestres. Donc, ils vont influencer les grandes civilisations de l'Antiquité qui vont leur permettre de construire les pyramides, les murailles de Sacsayhuamán, donc les temples dans la jungle du Yucatan, les temples mayas. Et donc, là, on voit, en fait, une récupération du même mythe. C'est toujours le même mythe de ce savoir des anciens qui est perdu et qu'on retrouve à travers soit des enseignements, des écrits, ou soit par des constructions. Mais il y en a du savoir perdu, parce que je suis allé à Petra, en Jordanie. Ah, magnifique. C'est magnifique, mais c'est à peu près inexplicable lorsqu'on est là, puis qu'on voit qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouais. À l'époque où ils l'ont fait, tu sais, la fameuse gouttière qui traverse le canyon. Ouais. Puis qui a été fait. Puis d'autant plus que c'est le peuple qui a construit Petra, c'est les Nabatéens. Donc, un peuple qui est quand même assez mystérieux. Donc, c'est moins de choses. Hein. Ils ont laissé un moins grand héritage au niveau de l'écriture que les Égyptiens, par exemple. Ou les Égyptiens, on a toute leur histoire. D'ailleurs, on parle qu'il y aurait peut-être un transfert que les Égyptiens auraient participé. Ou à tout le moins que les Nabatéens auraient récupéré du savoir des anciens Égyptiens. Pour les gens qui nous regardent, là, Petra, c'est là où on a tourné l'histoire de Indiana Jones et la dernière croisade, hein, où il récupère le Saint Graal. Il est justement à Petra, dans le temple de la montagne à Petra. Donc, c'est un peuple un peu étrange, les Nabatéens, qui étaient aux alentours du 12e, 13e siècle, dont on sait peu de choses, finalement, sur les constructions, là, qui restent un peu mystérieux. Il y a encore beaucoup de travail qui est à faire. Hein. On trouve autour de Petra plein des vestiges. Moi, ce qui m'avait frappé, parce qu'il y a un endroit où ils contrôlaient l'eau, puis qu'il y avait une forme d'une genre de piscine. Ouais. Mais à une époque où on n'a pas l'ingénierie qu'on a maintenant, mais moi, encore une fois, c'est que je me rappelle cette fameuse gouttière qui a une inclinaison toujours à la bonne, au bon degré pour faire en sorte que l'eau s'écoule toujours et sur une distance qui est incroyablement longue. Oui, là où on a de la difficulté à rejoindre les peuples de l'Antiquité, c'est qu'on a une façon de les voir comme étant souvent, puis il y a peut-être aussi une espèce d'élément de la culture là-dedans. On aime bien nous présenter ces peuples-là comme étant des peuples un peu ignorants ou des peuples primitifs. Alors que les faits, l'archéologie montre bien que ces gens-là étaient des gens très ingénieux et surtout qu'ils connaissaient bien la nature. Hein, ils étaient très en harmonie avec la nature. Donc,
il connaissait des principes, des vases communicants, tout ça. Il savait l'appliquer dans des constructions de manière à ce que ça devienne utile pour eux. Quand on dit aux gens, par exemple, dans l'Antiquité, à l'époque de la Rome antique, par exemple, il y avait des automates. C'était des robots qui étaient simplistes. L'eau s'accumulait dans un réservoir, puis là, on avait comme une statue qui levait le bras, puis qui déversait du vin, par exemple. Donc, c'était des automates. C'était simpliste comme mécanisme, mais c'était quand même des automates. Donc, on avait appris des principes de base qui nous permettaient de construire des choses. Et quand on regarde ça, on se dit comment des peuples primitifs auraient pu faire de telles constructions. Mais peut-être qu'ils n'étaient pas aussi primitifs qu'on imagine. Il y avait des connaissances qui étaient particulières. Donc, c'est possible que c'est pas qu'ils étaient moins intelligents, c'est juste qu'il n'y avait pas la technologie qu'on a maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Donc, quand on regarde, puis en même temps, il y a plusieurs éléments. Quand on regarde, si on prend l'Égypte antique ou même les grands peuples de l'Antiquité, il y a des éléments avec lesquels on a de la misère à jongler. Par exemple, quand un pharaon décide de construire sa pyramide, quand Khufu décide de construire la grande pyramide, il n'y a pas une question de monétaire attachée à ça. Aujourd'hui, si on décide de construire un viaduc, on se dit, ça va coûter combien? Ces gens-là n'ont pas cette préoccupation-là de ça va coûter combien. Puis ils n'ont pas de notion de temps. Ils n'ont pas de notion de temps. Le pharaon, pour lui, il dit, moi, je vais construire ma pyramide. La seule notion de temps, puis évidemment, il l'ignore, c'est le temps où il va vivre. En combien de temps? Ma pyramide doit être achevée de mon vivant. Donc, on ne sait pas combien de temps, mais bon, le pharaon commence ça, puis c'est un chantier d'une vie. Les gens qui construisent, ce ne sont pas des esclaves. On a longtemps cru, par exemple, que les constructeurs des pyramides, les ouvriers étaient des esclaves, ce qu'ils ne le sont pas. Ce sont des ouvriers. Certains, ils sont payés, ils travaillent sur le chantier, ils sont payés, ils sont logés, ils sont nourris. Ils peuvent continuer à rester dans le village, mais dans le village, ça va être la famine. Donc, s'ils vont travailler au chantier de la pyramide, ils sont nourris et logés. Et il y a des ouvriers qui sont des ouvriers spécialisés qui, eux, touchent un véritable salaire. Donc, ces gens-là, ils construisent les pyramides et c'est un grand projet collectif. Et on le fait parce qu'on le fait pour le pharaon. Le pharaon, encore une fois, c'est un peu difficile pour nous d'imaginer ça, mais pour les Égyptiens, le pharaon est un dieu vivant. C'est pas un homme qu'on a couronné, c'est un dieu vivant. Donc, on construit un temple pour un dieu vivant. Donc, il y a des notions qui nous échappent d'abord sur ces concepts-là, à la fois de temps et des concepts d'argent. Et ensuite de ça, les Égyptiens, on le découvre, les archéologues le découvrent tous les jours. C'est des gens qui étaient très ingénieux. Par exemple, ils avaient compris que si tu essaies de glisser quelque chose dans le sable, si ton sable est mouillé, ça va avancer, puis on peut le faire même dans la maison. Je dis aux gens, si vous voulez déplacer un meuble, si vous mouillez votre plancher, votre meuble va se déplacer plus facilement sur un plancher mouillé que sur un plancher sec. Donc, les Égyptiens avaient compris ça. Donc, on voit, par exemple, des sculptures où on voit des ouvriers qui tirent une statue, puis on voit devant la statue un dessin d'une sculpture qui montre qu'un homme qui verse de l'eau devant la statue pour mouiller le sol. Il n'y avait quand même pas de citerne. Non, mais on avait développé toutes sortes de moyens. On était très ingénieux. Il ne faut pas sous-estimer l'ingéniosité de nos ancêtres. Pourquoi qu'on a tendance à penser qu'ils étaient pas ignorants, mais pas niaiseux, je te dirais, comme s'il y avait un manque de connaissances. Ouais, mais là, tu mets le doigt sur un problème qui est assez fondamental, parce que cette théorie des anciens astronautes, il faut quand même le dire, c'est une théorie qui est excessivement raciste. Quand elle apparaît dans les années 60 dans le monde occidental, tout ça, elle est véhiculée. Bon, si on se réfère à cette théorie-là, jamais les auteurs de cette théorie-là ne remettent en question, par exemple, que les Romains ont construit le Colisée. On ne remet jamais en question, par exemple, que les Grecs ont aménagé l'Acropole puis qu'ils ont construit le Parthénon. À toutes les fois où on fait intervenir les extraterrestres, c'est toujours auprès de peuples qui ne sont pas blancs et de culture occidentale. Les Grecs, c'est des blancs occidentaux. Les Romains, c'est des blancs occidentaux. Donc ça, pas de problème. On peut être assez ingénieux pour faire de grandes constructions. Mais des basanés dans le nord de l'Afrique, non. Ça, ils sont pas capables d'empiler des roches. Il lui faut des extraterrestres. Des sauvages en Amérique centrale qui construisent des temples, non. Il leur faut des extraterrestres pour faire ça. Donc, on voit poindre à travers cette théorie des anciens astronautes une forme de racisme, ce qui sous-entend que si on n'est pas blanc et de culture occidentale,
ben on est des ignares, on est des primitifs, puis on n'est pas capable de faire des constructions monumentales. Ça part-tu des écrits des années 60 ou c'est avant ça? Non, ça, en fait, le racisme a toujours été présent, là, mais la théorie des anciens astronautes, elle est un peu fondamentalement basée sur ce concept-là. Et même dans le cas de Madame Blavatsky, quand elle nous parlait de ces Ariens et des autres peuples, les Atlantes, à toutes les fois où Madame Blavatsky évoque des peuples importants qui ont permis à l'humanité d'évoluer, que ce soit vrai ou non, que ce soit un pur fantasme, ce sont toujours des peuples, encore une fois, qui nous ressemblent. Des peuples un peu de culture blanche et occidentale. C'est jamais des gens à la peau mate ou à la peau foncée qui sont à l'origine de ça. C'est toujours des blancs occidentaux. Donc, dans tous les mouvements ésotériques, dans tous ces mouvements d'anciens astronautes, on voit toujours derrière ça cette espèce de voile du racisme qui fait que s'ils ne sont pas comme nous, ben, ils sont forcément plus primitifs. C'est-tu parce que c'est nous autres qui découvraient ces endroits-là à travers les gens qui partaient à travers le monde pour découvrir les peuples? Tu as tout à fait raison. L'idée est née de ça. C'est-à-dire qu'à une époque, évidemment, on ne pouvait pas voyager. Mais quand ces mouvements-là, ésotériques, mystiques, où on favorise la culture blanche occidentale, et après ça qu'on va récupérer dans le mouvement des anciens astronautes, eh ben, il est né de ça, de ces grandes périodes d'exploration qui vont apparaître à partir du milieu du 19e siècle. On va commencer à construire des grands navires, des grands transatlantiques qui vont permettre de voyager à travers le monde. Donc, des gens, des Européens, les écrits d'ailleurs, c'est toujours des écrits européens. Ce sont des Britanniques, des Français, des Suisses qui vont visiter le monde. Ils se retrouvent en Afrique, ils se retrouvent en Égypte, ils se trouvent en Polynésie. Et là, ils découvrent des peuples qui sont là sur place. Et ces peuples-là, ben, ont fait des constructions qui sont tout à fait extraordinaires. Et c'est notre refus, c'est le refus de notre culture occidentale ou de ces gens-là d'imaginer que des peuples de la Polynésie étaient capables de construire des œuvres aussi grandes que celles des Romains ou des Grecs. Quand on va découvrir les civilisations mayas, c'est principalement un Britannique et un Américain qui vont découvrir les Mayas. C'est John Lloyd Stephens puis Frederick Catherwood qui découvrent les Mayas. Donc, quand ils les découvrent, un est américain, l'autre est britannique, ils arrivent dans la jungle puis ils voient ces temples-là majestueux, perdus dans la jungle depuis des siècles. Ben, forcément, si c'est pas des Blancs occidentaux, c'est impossible. Donc, il y a cette espèce de réserve qui dit qu'à partir du moment où on explore le monde et qu'on découvre dans le monde des peuples qui instinctivement on considère comme primitifs et qu'on découvre chez ces peuples des constructions qui sont fantastiques, bien forcément, ils ne peuvent pas les avoir construits tout seuls. Donc, forcément, ils ont eu l'aide de quelqu'un. Dans le cas, par exemple, des Égyptiens, ben, les premières idées, quand on découvre quand il y a les premières campagnes, on découvre au 19e siècle la civilisation égyptienne, ben, il y a des gens qui émettent l'idée que ça doit être des Grecs et peut-être même des Atlantes qui sont allés là puis qui ont initié les Égyptiens à ces constructions. C'est notre refus d'accepter que des gens qui nous sont différents peuvent réussir à faire des constructions qui étaient tout à fait fantastiques. Et aussi que c'est nous autres qui partaient explorer et non eux qui nous découvraient. Absolument. Donc là, c'est nous qui les découvrons, tu sais, mais... Ah, c'est intéressant. J'aimerais ça que tu me démystifies une théorie du complot, parce que tu es vraiment bon là-dedans. Le complot de ton choix. Ben, le complot de mon choix, un complot, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais quand on parle dans les théories du complot, il y a le complot qui me paraît le plus absurde. Puis j'arrive difficilement à comprendre que les gens puissent adhérer à ce genre d'idée-là. Bien sûr, je comprends que les gens, il y a une espèce d'ignorance. Mais quelque part, tu dis, le simple bon sens devrait intervenir. C'est la théorie des chemtrails. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des chemtrails. On entend encore parler, d'ailleurs. Voilà. Donc, pour les gens qui nous écoutent, les chemtrails, ben, c'est l'idée que les avions... Quand on regarde les traînées derrière les avions, qui sont essentiellement des traînées de condensation. Pour contrôler la température. Voilà. Et c'est là que tu m'amènes sur un terrain qui est très intéressant. Parce que, dans un premier temps, les chemtrails, la théorie des chemtrails, c'est de dire que ces avions, et on parle ici des gros porteurs, un Airbus A320, un Boeing 737, ces avions laissent dans le ciel, parfois, quand ils volent, ils laissent parfois derrière eux des traînées blanches que dans le langage de l'aéronautique, on appelle des contrails, des traînées de condensation. C'est un mot valise, contrail, condensation trail, traînée de condensation. Et il y a à peu près une quarantaine d'années maintenant,
on a comment des gens dans ces milieux souvent ésotériques ou mystiques sont mis à dire que derrière ces avions, les traînées de condensation n'étaient pas toujours des traînées de condensation. Il y avait des espèces d'épandages clandestins. Ces avions larguaient donc dans l'air des produits chimiques et ces produits chimiques avaient plein d'objectifs. On voulait contrôler les populations, en faire des zombies, rendre les populations malades, faire mourir les plus vieux pour laisser les plus jeunes. Donc, toutes sortes d'idées un peu sombres, hein, des scénarios là, très, très sombres. Donc, c'est la théorie des chemtrails. Et éventuellement, on va se mettre à... Les gens qui croient à la théorie des chemtrails vont détourner de la vérité. Et la vérité, tu l'as mentionné un peu tantôt quand tu as parlé des changements climatiques, il existe, oublions un instant les chemtrails, mettons ça de côté un instant. Il existe au moment où on se parle sur la table des projets de géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est l'idée de pouvoir, dans le cas présent, de contrôler le climat pour différentes raisons. Au moment où on se parle aujourd'hui, en 2025, on est très limité là-dessus. On est capable de faire de l'ensemencement de nuages pour permettre à la pluie. Mais entendons-nous, là, de l'ensemencement de nuages, la plupart des gens n'ont jamais vu comment ça se fait. Là. Ça se fait pas dans un beau ciel bleu avec une traînée blanche. Un ensemencement de nuages, on utilise des petits avions de type Piper, par exemple, à double hélice, là, des bimoteurs. Sur le bout des ailes, on installe des espèces de fusées avec de l'iodure d'argent. Ça ressemble un peu à des fusées d'urgence. Si on a un accident, bon, on va mettre sur le bord de la route. On met ça sur le bout des ailes et ça ne peut se faire que dans des cellules orageuses. Donc, l'avion qui a ces fameuses fusées sur le bout des ailes va entrer dans une cellule orageuse et il va faire cet épandage de, principalement, là, c'est de l'iodure d'argent et qui va forcer une condensation pour faire pleuvoir. On ne veut pas que le nuage passe au-dessus du champ. On veut que le nuage pleuve au-dessus du champ. Donc, on va forcer cette pluie-là en faisant ça. Ça, on appelle ça de l'ensemencement de nuages. Donc, si on est capable de faire ça, c'est pas très efficace, entendons-nous, là, je veux dire, on peut augmenter les précipitations d'1 ou 2% sur des régions données, là, mais c'est très limité comme effet. Non, c'est très limité comme effet. Et ensuite, on a utilisé également cet ensemencement de nuages, notamment durant la guerre du Vietnam, mais cette fois-là pour des raisons militaires. Pas parce qu'on voulait qu'il pleuve, pour ensemencer des champs, pour permettre la culture, mais pour noyer les territoires qui étaient occupés par les ennemis. Donc, on s'est dit, si on réussit à faire pleuvoir, le sol va devenir de la boue, puis les champs vont s'enliser. Au Vietnam. Sur le Vietnam, on a fait ça. Donc, on a fait de l'ensemencement de nuages pour faire pleuvoir sur certaines régions occupées par les Viet Cong. Ça a-tu marché? Ben, ça a marché à 1-2%. Des territoires étaient plus inondés. Donc, les chars, c'était principalement des chars soviétiques, se retrouvaient enlisés dans la boue. On a utilisé un épandage chimique qu'on appelle l'agent orange, qui était un défoliant. On a lancé ça au-dessus des forêts du Vietnam. Pourquoi un défoliant? Bien, évidemment, s'il n'y a plus de feuilles dans les arbres, c'est plus difficile pour l'ennemi de se cacher dans des forêts. Donc, on a fait ça. Avec des conséquences terribles, parce que l'agent orange était très cancérigène. Et encore aujourd'hui, en 2025, il y a encore des populations au Vietnam qui souffrent de ça, des retombées de ça, soit qui développent des cancers ou des mortalités infantiles ou des enfants. Militaires aussi américains qui ont été en contact avec. Tout à fait. Donc, on a fait ça. Donc, ça a été fait. Mais au-delà de ça, contrôler le temps par des mécanismes quelconques, ça n'existe que sur papier. Hein? Donc, la géo-ingénierie, telle qu'on s'en parle aujourd'hui en 2025, on peut faire de l'ensemencement de nuages avec un effet, avec une efficacité très limitée. Et on a déjà utilisé des défoliants, donc des agents chimiques pour faire du défoliant, comme dans le cas de l'agent orange. Mais sur papier, les scientifiques travaillent à des projets qui permettraient peut-être en mettant dans l'atmosphère différents produits chimiques. Il y a même une idée de lancer dans l'air des espèces de papillotes d'argent pour détourner ou faire écran aux rayons du soleil pour limiter les effets de serre. Mais ça ne reste pour l'instant que sur le papier. On n'est pas capable de faire ça. On n'a pas les moyens technologiques pour le faire. Mais sur papier, on croit que dans les prochaines années, c'est à nos portes. Dans les prochaines années, c'est peut-être des projets qu'on pourrait mettre de l'avant. Et il y a plusieurs États, et je pense notamment tout récemment, il y a quelques jours à peine,
dans un vote de 17 contre 0, le gouvernement de la Floride a dit on interdit la géo-ingénierie dans le ciel de la Floride tant qu'on n'aura pas des études qui vont permettre de déterminer quelles sont les conséquences pour les populations civiles. Parce que c'est beau, ça ne peut pas se faire, mais on s'en préoccupe. Demain, ça pourrait se faire, ou après-demain, ça pourrait se faire. Et avant qu'on puisse le faire, on veut avoir des études sérieuses qui vont démontrer que cette géo-ingénierie est sans conséquence pour les populations civiles. Donc, souvent, ça, c'est repris par T'as des tout médias compris. qui vont transformer et qui rendent ça possible alors que ça ne l'est pas. Voilà, ce n'est pas possible et ça ne concerne que le changement climatique. Alors que les théoriciens du complot, je l'ai vu encore passer cette semaine, des théoriciens du complot disent « Ah, regardez, la Floride interdit la géo-ingénierie, preuve que les chemtrails existent. » C'est de même que je l'avais compris. Alors que c'est pas ça. La théorie des chemtrails, c'est pas ça. La théorie des chemtrails, c'est de me dire que les avions, il y a des avions qui sont masqués pour envoyer des gaz chimiques dans l'atmosphère pour rendre la population malade ou toutes sortes de dessins un peu obscurs. Alors que la géo-ingénierie, c'est autre chose, là. Donc, on mélange des pommes puis des carottes. Et si la géo-ingénierie, c'est quelque chose qui est très limité aujourd'hui, qui se limite à peu près à l'ensemencement des nuages, mais qui demain pourrait être bien réel et qui est 1 ou 2 %. Oui, dans l'ensemencement des nuages, et qui demain pourrait, dans des cas de changement climatique, être une bataille contre les changements climatiques. Mais pour l'instant, ça reste sur papier. Les chemtrails, depuis 40 ans qu'ils nous racontent ça, là, on est vraiment dans autre chose. Donc, on utilise la réalité de la géo-ingénierie pour essayer de valider les chemtrails. Mais les chemtrails, c'est pas ça. Les chemtrails, au risque de me répéter, c'est on prend des avions comme des Airbus A320, on les maquille et là, on nous lance des gaz chimiques pour toutes sortes de raisons un peu obscures. Ça, c'est une absurdité pour plusieurs raisons. D'abord, disons-nous que si c'est... Parce que l'histoire des chemtrails, c'est une théorie du complot qui est répandue partout. Il y a des gens en France qui sont contre les chemtrails, des militants contre les chemtrails en Angleterre. Donc, ça veut dire qu'il existe une espèce de fédération internationale qui fait de l'épandage clandestin dans le monde entier. C'est quand même étonnant parce que les gens, là, imagine-toi qu'il doit y avoir des pilotes dans ces avions-là. Quand le pilote appuie sur le bouton pour dire « je vais lancer mon gaz chimique pour empoisonner le monde », il doit bien se dire qu'en dessous, là, il y a peut-être de la famille, lui, là, il va empoisonner sa propre famille. Et là, les théoriciens du complot nous disent c'est peut-être des pilotes étrangers. OK? Mais le pilote britannique qui envoie des gaz chimiques au-dessus du Canada doit bien se dire que des pilotes canadiens qui doivent envoyer des gaz chimiques au-dessus de l'Angleterre. Hein? Donc, ça devient d'une absurdité totale. Ensuite, quand tu poses la question à des scientifiques qui sont spécialisés dans la physique atmosphérique, ils vont dire que si tu envoies un gaz dans l'air à 30 000 pieds d'altitude, il n'arrivera pas jusqu'au sol. Il va falloir que tu le fasses pendant 50 ans avec des retombées qui sont infinitésimales. Si tu veux empoisonner les gens, verse quelque chose dans une cisterne d'eau, mais envoie pas ça dans l'air à 30 000 pieds d'altitude. Absurde, ton affaire. Ensuite de ça, les chimistes qui font les chemtrails, comme ça fait 50 ans ou 40 ans qu'on parle des chemtrails, quelque part, ces chimistes-là doivent bien se dire « faudrait changer notre formule parce que les gens les voient. On va essayer d'inventer quelque chose qui est invisible. » Oui, ça n'en prend-tu parce que l'avion l'a traîné? Voilà. Et à ce jour, dans toutes les théories du complot, et ça, c'est un peu le talon d'Achille des théories du complot, c'est le nombre de gens. Ça fait 40 ans qu'on nous parle des chemtrails. Combien de gens ont pu être impliqués, entre la compagnie qui fait le produit chimique, la compagnie qui monte le produit chimique sur les avions, les compagnies d'aviation qui transforment leurs avions pour avoir des citernes à bord pour pouvoir larguer ces gaz chimiques, les pilotes, tous ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, là, on n'a jamais vu une seule personne sortir de l'ombre pour dire « Hey, moi, je suis un chimiste qui l'a fait, ça. » On n'a pas vu non plus jamais un seul bordereau de transfert qui permettait de dire « Oh, gars, on a mon... » Donc, et ça implique des centaines de milliers de gens. Et c'est bien mal connaître la nature humaine, parce que la nature humaine, dans n'importe quelle théorie du Garder un secret, là. C'est dur à garder parce que les gens aiment l'argent. Je ne sais pas dans quel monde vivent les théoriciens du complot, mais dans le monde réel, les gens aiment l'argent. Et un secret,
ça se monnaie. Un secret, ça a un prix. Donc, moi, là, si je travaille puis je mets des gaz chimiques dans l'avion pour empoisonner le monde, ben à un moment donné, je vais me dire, comment ça se fait que moi qui mets le gaz dans l'avion, je suis moins bien payé que le pilote? Moi, je vais avoir le même prix que le pilote. Puis quand je vais prendre ma retraite, ben ça se peut que je vive un mauvais divorce, que ma femme parte avec la moitié de la maison, puis j'essaye de jouer au casino, puis je perde de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller voir le New York Times, je vais aller voir le Journal de Montréal, puis je vais dire, gars, je vais vous révéler les tenants et aboutissants du chemtrail, puis vous me payez parce qu'il faut que je me refasse, parce que je suis dans une situation économique difficile. Ça s'est jamais produit. C'est de bien mal connaître la nature humaine que de penser que des centaines de milliers de gens garderaient le secret et qu'aucun d'entre eux ne serait jamais tenté d'aller le vendre à un média quelconque. C'est juste de la mauvaise foi. Oui, c'est ça, c'est une absurdité. Donc, pour adhérer à ces croyances-là, tu dis, ben là, tu vis dans un monde de licorne. C'est pas comme ça que ça se passe, la réalité. Les gens sont fondamentalement attirés par l'argent, puis les gens sont toujours insatisfaits de leur sort. Pourquoi lui a une plus belle maison que moi? Pourquoi lui a une plus belle voiture que la mienne? Moi, je veux une voiture comme la... Moi, je conduis une Ford, puis lui conduit une BM. Ben, moi, je vais avoir la BM aussi, donc je vais aller voir. Et éventuellement, c'est un chantage continu parce que le type qui a pris sa retraite, puis là, d'un coup, il se dit, ben là, j'ai besoin d'argent, je vais aller voir mon ancien employeur, puis je vais le menacer en lui disant, si tu me donnes pas de l'argent, je vais aller avoir un média, puis je vais tout révéler aux médias. Donc, il y a une espèce de monde qui est un monde fictif. Ça ne peut pas être la réalité. Et ensuite de ça, dans le cas des chemtrails, il faut bien comprendre, les gens ont raison sur un point. Beaucoup de gens nous disent, il y en a beaucoup des chemtrails. Hein? Mais semble quand j'étais jeune, le ciel était plus bleu, puis il y avait moins de chemtrails ou moins de traînées de condensation. Donc, il y a quelque chose d'anormal. Ce constat-là, il est réel en partie. Il est réel en partie, mais pas parce que les chemtrails existent, parce qu'il y a une déréglementation dans le domaine de l'aviation. Et ensuite de ça, il y a une augmentation des voyageurs. Les gens ont de la misère à comprendre que dans les années 60, crois-le ou non, dans les années 60, on comptait à peu près 1 million de passagers par année à bord d'avions. 1 million de passagers. À travers le monde. À travers le monde. 1 million de passagers. Il y en a combien maintenant? Aujourd'hui, là, on vient de franchir le cap du 4 milliards. Par année? Par année. 4 milliards. Et on croit que d'ici 2030, ce nombre-là sera passé à 6 milliards. Donc, ça en fait des avions, là. Dans certains aéroports, à l'époque, là, par exemple, on avait si on prend des aéroports très occupés, par exemple, comme l'avion d'Atlanta, ben dans les années 60, là, il y avait un avion qui décollait toutes les 25 minutes de l'aéroport d'Atlanta. Aujourd'hui, à l'aéroport d'Atlanta, en période de pointe, on a un avion qui décolle tous les 20 secondes. Donc, si toi, tu habites près d'un aéroport, puis tu as grandi là dans les années 60 et tu retournes là aujourd'hui, ben tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup de traînées dans le ciel qu'il n'y avait pas quand tu étais enfant. Et c'est vrai. Mais c'est pas dû à des chemtrails, c'est dû à la déréglementation, l'augmentation de la population des avions, l'augmentation des passagers en avion. Et uniquement sur le plan de l'aviation, ben déjà là, il y a véritablement une préoccupation d'ordre environnemental parce que juste au moment où on a abordé ce sujet-là, tu as parlé des résidus d'avions, et ils sont tout à fait vrais. Mais ça se produit pas en une journée. Hein? Avec l'augmentation, depuis les années 50 à peu près, où on a vu se développer vraiment les avions commerciaux, le transport des passagers, qui ont pris le dessus sur les transports maritimes, les grands navires, les grands paquebots. Donc, à partir des années 50, aujourd'hui, on constate, 70 ans, 80 ans après le début vraiment d'une expansion de l'aviation civile, que ces avions-là, effectivement, un peu comme une voiture, quand ta voiture circule, elle laisse échapper des gaz, des résidus, des émissions et des petites particules invisibles à l'œil pratiquement, mais des particules d'huile et autres polymères qui sont rejetés. Ça s'accumule. Ben là, avec 80 ans d'avions qui volent comme ça, ben ces polymères-là se sont accumulés. Ces gaz-là, ils existent, ils sont bel et bien là et ils ont des conséquences sur l'environnement et des conséquences sur la santé. Et il y a des groupes, on pense par exemple à Greenpeace ou David Suzuki au Canada, qui sont des gens qui prennent position dans la guerre contre la pollution puis tout ça, des groupes environnementalistes. Bien évidemment, ils ont sonné la sonnette d'alarme là-dessus en disant attention, là, on n'a pas besoin d'aller dans les chemtrails. Là. Les simples vols commerciaux d'avions représentent un danger pour la santé humaine. Parce qu'ils envoient toutes sortes de polymères et de gaz dans l'atmosphère et avec des retombées, des conséquences pour les populations civiles. Donc, il faut se préoccuper de ça. Mais, en revanche, Greenpeace ou David Suzuki sont pas du tout intéressés au chemtrail. Hein. D'ailleurs, si tu vas sur le site de Greenpeace, ils ont une page
En fait, c'est un paragraphe à propos des chemtrails et qui dit à peu près ceci: arrêtez de nous écœurer avec ça, ça n'existe pas. Donc, c'est à peu près ça que ça dit. J'en ai une bonne histoire sur David Suzuki. Il est allé dans le nord du Québec, puis un de mes amis, un de mes bons amis, ben il était là, puis c'est son frère qui avait eu comme mission de l'emmener puis d'aller faire découvrir en motoneige. OK. Puis il est arrivé là-bas en jeans. OK. Puis là, ben, il a demandé s'il voulait avoir des pantalons d'hiver. Puis là, ben, David a dit non, qu'il était correct. Fait que mon chum, son frère, il avait quand même emmené des pantalons d'hiver. Puis quand ils sont ramassés un peu plus loin, là, c'est pas dans le bois parce que sont dans le nord, il avait envie d'en avoir. Là. David Suzuki a vu que le climat de la Colombie-Britannique n'est pas le même que le nord du Québec. Le nord du Québec, oui, c'est ça. C'était pas le même climat qu'en Colombie-Britannique. Non, il n'était pas prêt à ça. Finalement, le réchauffement n'était pas rendu là-bas, finalement. Oui, c'est ça, tu sais. Non, ouais. Ben, merci beaucoup. Puis lors de notre prochaine rencontre, la prochaine théorie du complot, ça va être justement sur les licornes. Beaucoup à dire sur ces créatures mystérieuses.